Précédemment, dans le mystère de la matière, il a compris quelque chose de plutôt extraordinaire à propos des éléments. L'œil est automatiquement attiré par une suite logique, une variation régulière de la masse atomique des éléments selon les lignes et les colonnes. Il a découvert un principe absolument fondamental de la nature. Les particules de matière doivent être en quelque sorte collées les unes aux autres pour former des molécules. Ce que Davy avait en tête était une grande idée. Peut-être que l'électricité pouvait être cette sorte de colle ? Le spectroscope a donné un coup d'envoi à une nouvelle époque dans la découverte des éléments. C'est comme si chacun des éléments avait son propre code-barre. N'allume pas la lumière, regarde. La radioactivité était un signe comme quoi l'atome lui-même était instable et qu'il pouvait se séparer en plusieurs morceaux. Les scientifiques ont maintenant une nouvelle question urgente à laquelle répondre. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un atome ? La plupart de l'argent récolté pour le mystère de la matière, la recherche des éléments, a été fourni par la Fondation nationale pour la science, où les découvertes ont commencé. L'argent supplémentaire récolté provient dédié à renforcer le futur de l'Amérique au moyen de l'éducation et de ce qui suit. À la fin des années 1800, de tels tubes pouvaient être retrouvés dans toute conférence scientifique populaire. Quand de l'électricité était appliquée au métal, comme à cette extrémité, ça émettait une lueur. La foule était alors aux anges, toujours déconcertée par l'électricité. En 1897, le physicien J.J. Thomson de l'université de Cambridge en Angleterre entreprit de découvrir quels étaient ces mystérieux rayons. Quand Thomson déplaçait un aimant à proximité d'un tube modifié afin de révéler les rayons, il voyait que cela courbait la trajectoire de ce faisceau de lumière. Il s'est rendu compte que l'électricité devait être constituée de particules chargées négativement, peu après appelées électrons. Mais les électrons n'étaient pas seulement les constituants de l'électricité. Thomson a découvert que même quand il utilisait différents métaux pour générer les rayons, les électrons qui en résultaient étaient toujours les mêmes. Sa conclusion audacieuse était que les électrons devaient être un constituant minuscule de chaque atome, des milliers de fois plus petit que l'atome lui-même. Personne n'avait jamais imaginé qu'une chose physique puisse être aussi petite que l'étaient ces électrons. Au fil du temps, les gens commencèrent à accepter cela. C'était un morceau de chaque atome de l'univers. Toute la matière renfermait ces petits constituants. La course était maintenant lancée pour identifier le reste des constituants de l'atome et comprendre comment ils s'associaient ensemble. Ce défi a attiré les plus grands scientifiques, dont un physicien de 22 ans qui venait d'une des familles britanniques les plus éminentes en sciences. Ma chère mère, j'ai reçu 2 lettres de ta part. En voici donc une seconde de ma part. Henry Gwyn Jeffreys Moseley, Harry pour ses amis, était né avec la science dans son sang. Ses 2 grands-pères étaient tous 2 membres de la Royal Society. Son père était un célèbre naturaliste et enseignait à Oxford. Mais il est mort quand Harry avait à peine 3 ans. Sa mère, Amabel, s'est donc retrouvée à devoir l'élever seule. D'abord, le jardin. Je te prie de t'occuper en prenant plusieurs centaines de boutures de roses, en les mettant assez proches les unes des autres et en les recouvrant de terre. Harry et sa mère étaient très proches. Ensemble, ils ont fait un jardin le long de leur petite maison. Et tout au long de sa vie, ses lettres à destination de chez lui étaient remplies de modes d'emploi. Certaines fleurs, comme les pinstémones que la taupe a détruites, doivent être remplacées. Les petites camas ont besoin d'être plantées. Comme n'importe quel bon jardinier, il savait ce qu'il voulait planter, où il le voulait, et donc il disait aux gens quoi faire. Il est devenu très bon pour dire aux gens ce qu'ils devaient faire. J'espère que les sillons sont bientôt terminés et qu'ils sont bien faits en fonction de notre plan de référence. Moseley obtint un diplôme en physique à Trinity College à Oxford et choisit ensuite de continuer ses études 350 km plus au nord, dans la ville polluée et brumeuse de Manchester, où les industriels avaient généreusement subventionné l'université locale.
Le laboratoire auquel Moseley se rendit en 1910 était à cette époque l'un des instituts de physique les plus perfectionnés au monde. Mais pour Moseley, le véritable attrait de ce laboratoire était qu'il était dirigé par la plus grande vedette en physique de l'époque, un Néo-Zélandais irrépressible nommé Ernest Rutherford. Rutherford s'était lancé dans l'étude de la radioactivité dès que Pierre et Marie Curie avaient publié leurs conclusions d'études. Il avait déjà remporté un prix Nobel pour sa découverte du fait que des atomes radioactifs libèrent différentes sortes de rayons et de particules lors de leur désintégration. Par conséquent, en 1910, il faisait indubitablement partie des plus grands scientifiques réfléchissant sérieusement à la nature de la radioactivité et à la constitution des atomes. Tôt après, Moseley fut affecté à un projet de recherche sur la radioactivité et Rutherford surveillait de très près ses progrès. Good morning, Moseley. Well, how's it all going? Il faisait une tournée quotidiennement et rendait visite à tous ces jeunes étudiants pendant qu'ils faisaient leurs expériences. Ce tube libère des rayons alpha et gamma. They're producing secondary electrons. Papa, comme il l'appelait, donnait souvent de nombreux conseils, percevant d'un seul coup d'œil le cœur du problème. That should do it, that should help. Il était constamment aux côtés de ces jeunes étudiants, les encourageant, leur donnant des conseils sur les subtilités de la technique expérimentale. Il semblait infuser la magie nécessaire pour que tout fonctionne correctement. Carry on, word Christian soldier. Il y avait une très bonne ambiance dans ce laboratoire parce qu'ils étaient tous presque comme une fratrie. La fratrie de Rutherford était l'un des meilleurs groupes de jeunes scientifiques jamais réunis à un même endroit. Parmi eux se trouvait Hans Geiger, qui allait inventer le détecteur de radiation connu sous le nom de compteur Geiger. Mais aussi Charles Galton Darwin, petit-fils du grand biologiste, et James Chadwick, un futur lauréat du prix Nobel. Il avait un groupe très actif de jeunes chercheurs qui se posaient tous la question ultime: qu'est-ce que la nature de la matière? Et qui faisaient de nouvelles découvertes pratiquement chaque semaine. Une des découvertes les plus excitantes eut lieu à peine quelques mois après l'arrivée de Moseley, alors que l'équipe de Rutherford continuait à sonder la structure de l'atome. Ils savaient que l'électron de Thomson, minuscule et chargé négativement, était un morceau du puzzle. Mais il restait deux grandes questions sans réponse. Puisque les atomes sont généralement neutres, cela signifiait que l'atome possédait en quelque sorte une charge positive pour contrebalancer cette charge négative. Mais à quel endroit dans l'atome se trouvaient les charges positives qui devaient compenser les charges négatives des électrons? Et la question qui en découlait, étant donné que les gens savaient que les électrons étaient bel et bien plus légers que les atomes eux-mêmes, comment la masse était-elle répartie? Rutherford et ses étudiants essayaient de répondre à ces questions à l'aide de particules alpha chargées positivement qui étaient libérées pendant la désintégration du radium. Ils ont donc dirigé un rayon de particules alpha en direction d'une très fine feuille d'or. La plupart du temps, ces particules alpha passaient à travers, mais de temps en temps, certains de ces projectiles rebondissaient véritablement et revenaient presque à l'endroit d'où ils étaient arrivés. Et là, c'était vraiment inattendu. C'était la chose la plus incroyable qui me soit jamais arrivée. C'était presque comme si vous aviez tiré un obus de 40 cm sur un bout de papier de soie et qu'il rebondissait pour vous toucher. À la fin des années 1910, Rutherford est un jour entré dans le laboratoire en annonçant qu'il savait ce que ces résultats surprenants voulaient dire. Ça signifiait que l'atome devait être principalement constitué de vide, mais qu'il avait un centre extrêmement solide et dur. Si les charges positives de l'atome et la plupart de sa masse étaient concentrées dans un espace central minuscule, ça laisserait la plupart des particules le traverser et ça repousserait n'importe quelle charge positive qui s'approcherait du centre. Ainsi, vous pouvez donner à la particule alpha qui arrivait un grand coup et parfois en changer la direction complètement. Avec ça, on avait une toute nouvelle vision de la structure de l'atome. Quasiment toute sa masse était concentrée très étroitement dans un minuscule petit espace que l'on appelle maintenant le noyau. Et puis, séparés par rien principalement, vous avez ces électrons chargés négativement qui se déplacent rapidement un peu partout, mais à une grande distance les uns des autres à l'échelle de l'atome. L'une des choses les plus remarquables à propos de l'atome, c'est qu'il est fait de pratiquement rien. Je pense que le sentiment dominant dans les couloirs de ce laboratoire de Manchester était celui d'un grand enthousiasme. Tout le monde pouvait ressentir que Rutherford et son équipe avaient ouvert une nouvelle brèche dans la connaissance de la matière. Mais alors que tout ceci prenait place autour de lui, Moseley avait pour mission de continuer à travailler dur sur des projets de recherche sur la radioactivité. Je répète les expériences de quelqu'un d'autre pour faire plaisir à Rutherford, donc ce travail n'est pas très passionnant. J'espère en avoir bientôt fini avec.
D'après sa correspondance, je pense qu'il trouvait cela sans intérêt que de devoir passer derrière le travail d'autres personnes et de ne pouvoir laisser sa propre trace. Donc, pendant le printemps de 1912, quand une pièce de son équipement pour la radioactivité s'est cassée, Moseley a saisi l'opportunité de partir dans une toute nouvelle direction. Chère mère, je suis désolé de ne pas avoir répondu à vos lettres plus tôt, mais j'étais très occupé. Jeudi dernier, nous avons eu les résultats que nous attendions en utilisant les rayons X. Moseley avait dirigé son attention vers des nouvelles enthousiasmantes provenant d'Allemagne. Il avait été découvert que les rayons X, ces mêmes rayons qui avaient tellement captivé le monde quelques années plus tôt, avaient des propriétés similaires à celles de la lumière. Depuis Newton, on savait qu'un prisme pouvait décomposer la lumière en une série de couleurs distinctes, chacune avec sa propre longueur d'onde ou fréquence. Ce que les scientifiques allemands avaient découvert était que les rayons X pouvaient être séparés ou diffractés de la même manière à l'aide d'un cristal. L'image obtenue n'est pas un arc-en-ciel, mais un motif de points agencés symétriquement sur une plaque photographique. Intrigué, Moseley demanda à Charles Galton Darwin de se joindre à lui pour enquêter sur ce curieux motif créé par les rayons X. Darwin était un brillant mathématicien, et c'était en vérité pour cela que Moseley lui avait demandé son aide. Il savait que des calculs assez complexes allaient intervenir. Moseley et Darwin conclurent que les atomes à l'intérieur du cristal étaient proprement agencés en rang. Les atomes organisés ainsi créaient le motif de points en réfléchissant les rayons X. Enthousiasmés par cette découverte, Moseley et Darwin demandèrent à Rutherford la permission de dédier tout leur temps à ce nouveau projet. Je ne pense pas vraiment que nous soyons équipés. Nous n'avons pas tellement la supervision nécessaire pour ce genre de choses. Rutherford, qui ne connaissait rien aux rayons X, n'était pas vraiment partant pour cet écart. Il s'y est opposé dans un premier temps. Êtes-vous absolument sûr que c'est quelque chose que vous voulez faire? Nous étions enflammés par notre intérêt envers ce domaine inexploré. Je n'avais aucune idée de là où cela allait nous mener. À l'époque, les rayons X étaient encore mystérieux et nous voulions simplement savoir ce qu'ils étaient réellement. À la longue, nous sommes parvenus à le convaincre de nous laisser essayer. D'accord, très bien, à condition que si vous rencontrez le moindre problème, je pense que c'était essentiellement leur enthousiasme pour ce projet qui a persuadé Rutherford que cela en valait la peine. Et tenez-moi informé tout du long, d'accord? Bien sûr, monsieur. Pendant 6 mois, les deux jeunes chercheurs se sont enfermés dans leur laboratoire. Si seulement j'étais avec vous pour voir toutes les nouvelles floraisons. Mais ici, il n'y en a que pour le travail, et je suis comme un gnome après un long hiver sombre, ayant désespérément envie de sortir à la lumière. Travailler avec Moseley est l'une des choses les plus éprouvantes que je n'ai jamais eu à faire. Il est sans conteste le travailleur le plus acharné que j'ai rencontré. Le plus souvent, quand j'arrivais au laboratoire le matin, je croisais Moseley alors qu'il partait juste. Il passait des nuits entières à travailler, 15 heures d'affilée parfois. En effet, l'un des talents de Moseley était de savoir où trouver à manger à Manchester, même à 3 heures du matin. Nous avons envoyé une lettre à la revue académique Nature pour partager nos découvertes avec la communauté scientifique, mais nous devons continuer de progresser. De nombreux autres sont sur la même piste que nous. Moseley n'était en effet pas le seul à réaliser que cela était excitant. Il avait de la compétition sérieuse, notamment avec William Bragg et son fils. Ces deux derniers travaillaient déjà sérieusement et avançaient vite à l'aide de techniques similaires. Conscient de cette compétition et désireux de retourner au travail sur les atomes avec Rutherford, Darwin a décidé de cesser leur association pendant l'été de 1913. Cela fait sens, tu as toujours plus été un théoricien qu'un rat de laboratoire. Continueras-tu seul? Bien sûr. Je pense que cela pourrait mener à quelque chose. Plutôt que d'abandonner le projet, Moseley changea son approche, laissant les recherches basiques sur les rayons X à d'autres. Moseley s'est dit « Eh bien, je ne suis pas bien sûr de ce que sont ces choses, mais je sais parfaitement comment les utiliser. » Ayant déjà fait les recherches de base avec Darwin, il a décidé d'utiliser cette méthode comme un outil afin de travailler sur la nature des éléments. Et c'est alors que ces brillantes découvertes ont commencé à prendre place. Moseley s'est mis à se demander si chaque élément avait un spectre de rayons X unique, un code barre similaire à ceux qui avaient été découverts un demi-siècle plus tôt en utilisant la lumière. Pour le savoir, il plaçait l'échantillon d'un élément à l'intérieur d'un tube à rayons X.
Quand un faisceau d'électrons frappait l'échantillon, l'élément libérait des rayons X. Moseley pouvait alors déterminer le spectre de rayons X de l'élément en question. Tout le domaine des rayons X s'ouvre à nous d'une merveilleuse manière. Quand nous envoyons des électrons à une cible en platine, nous obtenons un spectre de 5 lignes distinctes correspondant aux 5 longueurs d'onde. Demain, je chercherai les spectres de rayons X d'autres éléments. Je pense que ces derniers seront bien plus fondamentaux et importants que les spectres de la lumière ordinaire. Alors que les spectres de lumière s'étaient montrés précieux pour identifier de nouveaux éléments, ils n'avaient pas répondu aux questions relatives à la classification des éléments dans le tableau périodique. Les éléments étaient arrangés en colonnes dès lors qu'ils avaient des propriétés chimiques semblables, mais il s'avérait que la masse atomique, la masse d'un seul atome d'un élément, croissait également dans l'ensemble du tableau, à l'intérieur d'un même rang. Mais cela n'était pas parfait. À certains endroits, il semblait y avoir des anomalies, des petites inversions où les propriétés chimiques semblaient suggérer un ordre en particulier, mais où les masses suggéraient l'ordre opposé. Par exemple, il y avait le cobalt et le nickel. Chimiquement parlant, le cobalt devait être placé avant le nickel, mais sa masse était plus importante que celle du nickel. Personne ne savait pourquoi ces inversions existaient. Pour découvrir si les rayons X pouvaient résoudre cette énigme, Moseley s'est mis à tester 10 éléments consécutifs du tableau périodique, dont cette paire problématique, cobalt et nickel. Mais Moseley a vite réalisé qu'il avait un problème. Pour chaque élément qu'il testait, il devait utiliser la pompe à vide du laboratoire pour retirer l'air du tube. Les pompes à vide étaient des appareils jalousement gardés. De nombreuses personnes dans le laboratoire avaient besoin de ces pompes pour faire des recherches et il fallait faire la queue. Moseley a réalisé que s'il pouvait mettre plusieurs de ces petits éléments en une seule fois dans le même tube, il pourrait alors vraiment progresser efficacement. Il a alors conçu un long tube à rayons X et un minuscule chariot pour transporter ses échantillons à l'intérieur de celui-ci. Il a attaché des petites lignes de pêche en soie à ce chariot, puis a attaché ses ficelles à une petite bobine. En tournant la bobine, Moseley pouvait amener ses échantillons, l'un après l'autre, sous la ligne de tir. Ainsi, il pouvait tester tous ces éléments en une seule fois s'il le désirait, sans avoir besoin de refaire le vide. Lorsque chaque métal était frappé par le faisceau d'électrons, il émettait des rayons X. Quand ces derniers étaient diffractés par un cristal, cela créait une série de lignes sur une pellicule. J'ai trouvé une manière simple de déterminer les longueurs d'onde de mes différents éléments. Une fois qu'il avait mis en place la procédure, il disait que c'était si facile à faire que cela en devenait presque un péché, que ça s'apparentait à arracher le pain des mains de ces Allemands affamés. En 5 minutes, je peux obtenir une photographie fidèle et bien nette du spectre des rayons X. Moseley avait découvert, juste comme il l'avait espéré, que chaque élément avait un unique spectre de rayons X associé. En seulement 4 jours, j'ai obtenu les spectres du chrome, du manganèse, du fer, du cobalt, du nickel et du cuivre. Il y a ici une toute nouvelle branche de la spectroscopie. Mais même Moseley ne s'attendait pas à ce qu'il allait découvrir en comparant ensemble les spectres des 10 éléments de sa série. Les résultats de ces mesures étaient absolument extraordinaires. Il a tout simplement décidé de prendre ces pellicules photos et de les ranger selon les fréquences qu'elles comportaient. Chaque morceau de pellicule représentait un élément différent dans sa série. Les fréquences des rayons X qui en sont ressorties avaient un rapport étonnamment simple. Alors qu'il les disposait l'une après l'autre, Moseley réalisait que les lignes principales des rayons X augmentaient en fréquence étage par étage. Cela a alors produit ce bel escalier. Il n'avait aucune idée quand il a commencé à mesurer ces fréquences que ce résultat, connu désormais comme la loi de Moseley, allait prendre place. C'était une énorme surprise. Je pense qu'il est tombé des nues et que le monde scientifique a fait de même, que ce soit si simple. Il a fallu des années aux scientifiques pour trouver les raisons derrière cette disposition frappante. Mais Moseley avait directement su qu'il venait de faire une découverte fondamentale. Il s'est dit « Ah, j'ai enfin un moyen pour la première fois de déterminer clairement quel élément est lequel et de les mettre dans le bon ordre. » Les lignes de rayons X de Moseley montraient que le cobalt et le nickel étaient pile à leur place, même si leurs masses atomiques n'étaient pas dans le bon ordre. Il était impossible d'échapper à la conclusion suivante. Les spectres de rayons X des éléments ne dépendaient pas de leur masse atomique, mais de quelque chose de beaucoup plus simple. Il y avait une relation remarquablement simple entre la longueur d'onde ou la fréquence du rayon X et cette chose qu'ils finirent par appeler le numéro atomique de l'élément.
Jusqu'à présent, le numéro atomique faisait seulement référence au positionnement de la case de chaque élément dans le tableau périodique. Depuis le début avec Mendeleïev, il indiquait où tu étais dans la rangée. C'était compté de 1 en 1. Mais les résultats de Moseley montrèrent que le numéro atomique était bien plus qu'une étiquette pratique. Ce que nous avons là est la preuve qu'il y a une quantité fondamentale dans l'atome qui augmente par étage régulier lorsque l'on passe d'un élément au suivant. Cette quantité fondamentale ne peut être que la charge positive du noyau. Moseley avait découvert que le noyau n'était pas qu'une grosse masse négative, mais un ensemble de particules chargées positivement qui devenaient plus nombreuses avec chaque élément plus lourd. En s'appuyant sur le travail de Moseley, Rutherford allait bientôt découvrir cet autre composant de l'atome, le proton, et montrer que chaque élément du tableau périodique était défini par le nombre de protons dans son noyau, soit son numéro atomique. Nos expériences montrent que le numéro atomique augmente toujours d'une seule unité, élément par élément. Pour l'hydrogène, le numéro atomique est le 1, pour l'hélium, le 2 pour le lithium, le 3 et ainsi de suite. La découverte de Moseley avait fait apparaître le tableau périodique sous un tout nouveau jour. Pour la plupart d'entre eux, les éléments étaient rangés par ordre croissant de masse atomique. Mais ce n'est pas la vraie raison derrière ce redoutable classement que nous pouvons établir avec chaque élément. Cela fonctionne véritablement avec le numéro atomique, et donc avec le nombre de charges positives dans ce noyau. Rien de tout ça n'était connu au temps de Mendeleïev. Les masses importaient peu. Ce qui importait, c'était quelque chose de fondamental qui était plus profond encore dans chaque atome. Les preuves de Moseley, comme quoi les propriétés d'un élément sont déterminées selon son numéro atomique et non sa masse atomique, sont aussi importantes que la découverte de la loi périodique en elle-même. D'une certaine manière, c'est même plus important encore. Moseley et le numéro atomique, c'est vraiment à ce moment crucial que nous avons compris ce qu'était un élément en soi. Équipé de sa machine à rayons X, Moseley pouvait facilement faire le tri parmi les douzaines de prétendus nouveaux éléments que des chimistes disaient avoir découverts, faisant ainsi la distinction entre la vérité et l'imagination. Il pouvait distinguer différents types de matières, indépendamment de leurs propriétés chimiques. Avec sa toute nouvelle technique, il mesurait le numéro atomique de ces types de matières grâce aux rayons X qu'ils émettaient. Les rayons X de Moseley lui permettaient non seulement d'écarter des éléments qui n'existaient pas, mais aussi de prédire quels nouveaux éléments il restait à découvrir. En 1914, Moseley a mesuré les spectres de rayons X de 30 éléments en plus des 10 premiers. Ces éléments trouvaient eux aussi leur place dans le tableau via leur numéro atomique, tout en révélant où il manquait des éléments et où il n'y avait plus de place pour de nouveaux. Un scientifique s'est même émerveillé. Pour la première fois, il était possible de faire l'appel des éléments chimiques, de déterminer combien ils étaient en tout et combien il en restait à découvrir. L'idée selon laquelle quelqu'un pouvait savoir combien d'éléments Dieu avait créés était enthousiasmante. Après le travail de Moseley, il était clair qu'il n'y avait plus que 7 et seulement 7 éléments restants à découvrir. Mais maintenant qu'on peut prédire le spectre de rayons X de ces éléments ne devraient pas être trop difficiles à découvrir. En 1914, les recherches de Moseley sur les éléments furent interrompues par un appel au front. « Ma chère mère, je suis désormais le sous-lieutenant des ingénieurs royaux. » L'Angleterre avait dû partir en guerre à cause des événements prenant place en Europe. Comme beaucoup dans sa génération, Moseley avait ressenti le devoir de servir son pays. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rejoindre l'armée aussi facilement, surtout alors que le corps des ingénieurs royaux est autant demandé. Il a en fait eu un peu plus de difficultés à être engagé parce que les ingénieurs royaux voulaient des ingénieurs et il n'en était pas un. Il a beaucoup insisté auprès des officiers recruteurs pour qu'ils le laissent intégrer l'armée. En été 1915, Moseley était en poste en Turquie. Il fait de plus en plus chaud au fil des jours. La vie n'est soutenable que grâce aux nuits fraîches et aux baignades en mer. J'avais des sentiments mitigés de voir autant de jeunes scientifiques engagés. J'étais fier de voir leur réponse immédiate à l'appel du pays. Mais j'appréhendais les pertes irrémédiables qu'allait subir la science. Le 3 août 1915, il a écrit une lettre depuis Gallipoli. Mes subalternes se sont remis au travail et m'ont laissé apprécier les bonnes choses qui nous ont été envoyées. En premier lieu, ta bonne confiture.
Une semaine plus tard, alors qu'ils essayaient de conquérir une Crète, la brigade de Mosley fut vaincue par des troupes turques. L'officier de communication de 27 ans fut tué d'une balle dans la tête. L'annonce de la mort de Mosley a été un grand choc pour tout Manchester, parce qu'il était déjà alors clair que Mosley était l'un des jeunes physiciens les plus brillants de sa génération. Dans la communauté scientifique, ce décès a créé une vague d'indignation, surtout chez Rutherford, qui pensait que Mosley était quelqu'un d'exceptionnel. Les services qu'il aurait pu rendre à ce pays, au lieu de ça, il a fallu le mettre en péril face à une balle turque. Des hommages affluèrent de partout dans le monde. Le plus émouvant de tous fut celui du physicien américain Robert Millikan, qui avait rencontré Mosley lors d'une visite au laboratoire de Rutherford. Il a ouvert grand les fenêtres à travers lesquelles nous pouvons désormais apercevoir le monde subatomique avec une clarté jamais espérée auparavant. 27 ans. Même si la Grande Guerre n'avait rien fait de pire que d'éteindre cette seule jeune vie, cela suffirait pour en faire l'un des crimes les plus hideux de toute l'histoire. Dans les décennies qui ont suivi la mort de Mosley, des chimistes ont trouvé l'ensemble des éléments manquants pour lesquels il avait laissé une case dans le tableau périodique. Si bien qu'en 1945, tous les espaces étaient comblés, depuis l'élément le plus léger, l'hydrogène, jusqu'à l'élément le plus lourd, l'uranium. Le tableau périodique était au complet. Enfin, c'est ce qu'on croyait. À ce moment-là, la nouvelle génération de chasseurs d'éléments avait déjà ouvert un nouveau chapitre. Ils avaient découvert comment créer de nouveaux éléments qui n'existaient nulle part sur Terre. Le personnage principal de ces événements était un jeune chimiste américain nommé Glenn Seaborg. Il s'était tout simplement mis comme objectif de créer l'un de ces nouveaux éléments, mais il allait finir par changer le monde pour toujours en relâchant une force destructrice au pouvoir inimaginable. Cette histoire commence fin janvier 1939, lorsqu'un jeune physicien de Berkeley fut informé d'une nouvelle découverte d'une manière assez originale. L'un des collègues de mon père, Luis Alvarez, était assis dans le fauteuil du barbier en train de se faire couper les cheveux lorsqu'il lut un article inattendu dans le journal. Une histoire provenant de Washington était cachée parmi les lignes d'une page de San Francisco Chronicle. Des chimistes allemands sont parvenus à séparer un atome d'uranium en le bombardant avec des neutrons. J'ai arrêté le barbier entre deux coups de ciseaux pour courir jusqu'au laboratoire de radiation afin de leur apprendre la nouvelle. La première personne sur laquelle je suis tombé était mon étudiant de deuxième cycle, Phil Abelson. J'étais en train d'utiliser le cyclotron au poste de contrôle. À environ 9h30, j'ai entendu les pas de quelqu'un qui courait à toute vitesse dans le couloir. « Phil, les Allemands ont séparé un atome d'uranium. Hahn et Strassmann ont réussi, un atome d'uranium séparé en deux. » Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'étais stupéfait. La nouvelle fut rapidement répandue à travers le campus californien. Parmi les premiers à l'apprendre, il y avait Glenn Seaborg, qui était alors un jeune professeur de chimie de 26 ans. Il était tout simplement sidéré. Il a passé des heures à y réfléchir en errant dans les rues de Berkeley. J'étais exalté par cette découverte. Mais en même temps, je me trouvais stupide d'avoir balayé cette possibilité. J'avais raté l'énorme opportunité de faire cette découverte moi-même. De nombreuses autres personnes avaient également manqué cette opportunité. De fait, séparer un atome, la fission nucléaire, était tellement inattendu que cela a forcé les scientifiques à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir au sujet des atomes. Pour comprendre pourquoi, nous devons retourner quelques années en arrière, en 1932, lorsqu'un des étudiants de Rutherford, James Chadwick, a découvert le dernier élément de l'atome, le neutron. Le neutron a presque la même masse que le proton et ils se trouvent tous les deux dans le noyau. Mais le neutron est électriquement neutre, d'où son nom. Les scientifiques ont tout de suite compris que cela faisait du neutron le projectile parfait à propulser sur un atome.
À la différence des particules alpha chargées positivement que Rutherford avait utilisées jusqu'à présent, il ne serait pas repoussé à l'approche du noyau. Il pourrait y entrer sans difficulté. Il n'y avait pas besoin de combattre la répulsion électrique pour le faire entrer dans le noyau et en sonder la structure interne. L'un des premiers à utiliser le neutron de cette manière était un physicien italien du nom d'Enrico Fermi. En 1934, Fermi a commencé à propulser des neutrons sur des atomes d'uranium, créant ainsi une pluie de fragments qu'il allait pouvoir ensuite analyser. Il a découvert qu'un neutron pouvait parfois enlever une partie d'un noyau d'uranium, faisant ainsi baisser son numéro atomique et se transformant en un nouvel élément, quelques cases plus bas dans le tableau périodique. Mais certains de ces fragments ne correspondaient à aucun de ceux qui se trouvaient dans l'uranium. Que pouvait-il bien être ? Fermi a conclu que parfois, un neutron propulsé était absorbé par le noyau d'uranium et changé ensuite spontanément. Le neutron devient alors métamorphe et se transforme en proton. Mais quand on change le nombre de protons dans un atome, on en change la composition, on change l'identité même de l'atome. Ils ont ensuite conclu et publié un article disant qu'ils avaient trouvé des éléments transuraniques, des éléments qui étaient plus lourds que l'uranium. Ils se sont dit qu'ils avaient poussé plus loin que le tableau périodique. Pour ce résultat remarquable, Fermi a remporté le prix Nobel en décembre 1938. Mais alors même qu'il était en train de serrer la main du roi de Suède, des scientifiques allemands étaient en train de démontrer qu'il avait eu tort. Comme presque tout le monde à l'époque, Fermi avait sous-estimé le neutron. Il était beaucoup plus petit que le noyau sur lequel il était propulsé. Il n'avait pas de charge électrique. Il ne pouvait pas déplacer quoi que ce soit par répulsion électrique. En conséquence, l'équipe de Fermi n'avait pas songé à vérifier si le neutron n'avait pas cassé le noyau d'uranium en deux, en éléments bien plus petits. Il s'était dit qu'il n'y avait aucun moyen pour que ce petit, minuscule, faible neutron puisse briser complètement quelque chose d'aussi énorme qu'un noyau d'uranium entier. Casser un noyau d'uranium en deux avec un neutron revenait à briser un énorme rocher en lui jetant dessus un caillou. Nous savions tous qu'il était impossible qu'un atome d'uranium se fracture ainsi. Mais quand les Allemands ont répété l'expérience de Fermi, ils ont compris que c'était exactement ce qu'il s'était produit. Ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit qui était plus lourd que de l'uranium. Ils ont trouvé des éléments bien connus qui étaient à peu près moitié moins lourds, bien plus bas dans le tableau périodique. Le noyau d'uranium avait été brisé en deux d'une manière que personne n'avait imaginé possible, ni même utile de vérifier. La quantité phénoménale d'énergie relâchée à la fission de l'atome d'uranium avait d'immenses implications pour un monde au bord de la guerre. À travers le monde, les physiciens étaient tous parvenus à des conclusions remarquablement similaires très rapidement. Est-ce que l'énergie contenue dans ce noyau pouvait être utilisée pour créer un explosif immensément plus puissant que les explosifs chimiques conventionnels ? Beaucoup de personnes étaient en train de penser à la possibilité de la bombe atomique, mais mon père, lui, était principalement en train de penser aux implications scientifiques. Pour Seaborg, la découverte de la fission présentait une opportunité inattendue. Une seconde chance d'être le premier à découvrir des éléments plus lourds que l'uranium. Fermi avait dit avoir découvert tous ces éléments transuraniques. Ces découvertes venaient d'être jetées par la fenêtre. Donc s'il y avait effectivement des éléments transuraniques en attente d'être découverts, alors il avait de quoi faire. Et Berkeley était l'endroit parfait pour les découvrir. Sous la direction d'Ernest Lawrence, le laboratoire de radiation de Californie avait dominé le monde avec le développement du cyclotron, une machine permettant de lancer des particules subatomiques à des vitesses toujours plus importantes. Ce que Lawrence a fait, c'est qu'il a découvert que l'on pouvait prendre un proton ou une autre particule qu'on accélérait et le mettre sur un chemin circulaire en utilisant les champs magnétiques pour le faire aller en cercle. En changeant rapidement la charge électrique des deux D, Lawrence faisait en sorte que le proton continue de poursuivre la plaque négative, augmentant ainsi sa vitesse à chacun de ses passages. On le frappe une seule fois. Quand il revient, on le frappe une nouvelle fois, puis une nouvelle fois, et encore une nouvelle fois. Et soudainement, on se retrouve avec cette minuscule particule qui est très énergétique et que tu peux lancer sur ta cible et utiliser pour étudier ce qu'il se passe. Seulement quelques semaines après l'annonce de la fission, un jeune physicien de Berkeley, du nom de Ed McMillan, s'était employé à étudier ce nouveau phénomène. Il voulait répéter les expériences des Allemands en bombardant les atomes d'uranium avec des neutrons grâce au cyclotron. Pour préparer sa cible, il avait appliqué une fine couche d'oxyde d'uranium sur un morceau de papier filtre.
Son objectif était de séparer les atomes d'uranium et d'observer à quelle distance volaient les fragments ainsi obtenus. Ed avait commencé par capturer les produits de la fission dans une pile de fines feuilles d'aluminium, puis il s'était rendu compte que du papier de cigarette faisait tout aussi bien l'affaire. Il empilait les feuilles de cigarette derrière le papier filtre recouvert d'oxyde d'uranium. Quand cette cible était frappée avec des neutrons du cyclotron, des fragments atomiques allaient ainsi s'éparpiller dans toutes les directions. Quelques-uns d'entre eux allaient s'enfoncer dans la pile de papier de cigarette à différentes profondeurs. Macmillan a ensuite vérifié les feuilles une à une pour voir jusqu'où les fragments radioactifs avaient voyagé. Comme il s'y était attendu, il a trouvé différents degrés de radioactivité sur chaque feuille. La surprise est arrivée lorsqu'il a mesuré la cible elle-même. Elle était beaucoup plus radioactive que prévu, suggérant ainsi qu'un des produits de la réaction n'avait pas du tout bougé et était donc resté sur le papier filtre. Cette absence de mouvement pouvait indiquer que ce n'était pas un produit de la fission en fin de compte. Alors que les différentes raisons possibles derrière cette importante radioactivité tournaient dans sa tête, Macmillan réalisa que la seule explication viable était que ce fragment était resté immobile car il était beaucoup plus lourd que les autres. Au lieu de se séparer en plusieurs petits morceaux, un atome d'uranium avait absorbé un des neutrons propulsés et s'était ensuite spontanément transformé en proton, exactement comme l'avait avancé Fermi. Ce que Macmillan voyait était ce que Fermi avait pensé voir. Si c'était bien le cas, cela allait être une toute nouvelle forme de matière, le véritable élément 93. Mais pour le prouver, il allait devoir s'assurer que sa composition était incomparable aux autres éléments. Une précaution que Fermi n'avait pas prise. Pour obtenir de l'aide avec cette recherche fastidieuse, Macmillan s'est tourné vers un vieil ami, Phil Abelson, qui était revenu sur Berkeley pour un court séjour. Phil Abelson était vraiment investi dans ce nouveau projet de Macmillan, et il a donc décidé qu'il allait le poursuivre jusqu'au bout. C'était un séjour pour le moins très productif, car ça ne leur avait pas pris très longtemps, seulement quelques jours, pour vérifier que ce n'était aucun des autres éléments, ni Cas92, ni en dessous. Nous avions découvert l'élément 93. Ils l'ont nommé Neptunium, parce que c'était après l'uranium, tout comme la planète Neptune venait après Uranus. Avec cette découverte, la recherche des éléments était entrée dans un nouveau cycle. Jusqu'à présent, il s'agissait de découvrir des éléments qui existaient déjà dans la nature. Mais à partir de ce moment, les chasseurs d'éléments allaient s'atteler à en créer de nouveaux. Il n'y avait aucun moyen de prédire jusqu'où le tableau périodique allait s'étendre. Macmillan se lança directement en suivant dans la création de l'élément 94. Pendant que Ed faisait ses recherches, il vivait au club de la faculté, juste au bout du couloir où j'étais moi-même. Je prenais des nouvelles de ses progrès au petit déjeuner, dans le couloir et même dans les salles de bain communes. Mon père était fasciné par les recherches de Macmillan et il savait qu'il s'apprêtait à découvrir l'élément 94. Et soudainement, Macmillan a disparu. Comme de nombreux autres scientifiques américains, Macmillan avait été convoqué pour aider son pays à se préparer pour la guerre. Il avait dû déménager à l'Institut de technologie du Massachusetts, MIT, pour compléter l'équipe qui développait le radar. Donc mon père lui a écrit et lui a demandé s'il pouvait poursuivre son projet et rechercher l'élément 94 en tant que collaborateur. Et Macmillan a très gracieusement accepté, ajoutant même qu'il était ravi. Si Ed était parti pour le MIT quelques mois plus tard, il aurait très certainement découvert l'élément 94 lui-même. Dans l'état actuel des choses, j'étais au bon endroit au bon moment. Ce serait la découverte qui changerait tout pour moi. En tant que chimiste, Seaborg était ravi à la possibilité de créer un nouvel élément. Mais il gardait un œil sur les changements qui balayaient le monde tout en conduisant ses recherches. Lors de l'année précédente, l'Allemagne avait envahi la Pologne. La France et le Royaume-Uni avaient déclaré la guerre. L'Italie s'était rangée du côté de l'Allemagne. Des batailles prenaient place à travers presque l'ensemble de l'Europe et du nord de l'Afrique. Albert Einstein, inquiété par ces événements et conscient de l'avance qu'avait pris l'Allemagne dans ses recherches sur le nucléaire, avait écrit au président Roosevelt l'exhortant à mettre en place des recherches poussées et intensives pour créer une bombe atomique grâce au pouvoir obtenu par la fission de l'uranium. Il était désormais devenu clair qu'il y avait deux types d'uranium. Seul l'un des deux était facile à diviser.
Celui qui ferait ça le plus facilement était un type d'uranium très inhabituel, qui avait moins de neutrons dans son noyau. Ce très fissile et potentiellement explosif type d'uranium était l'uranium-235. Mais il représentait seulement 1% de l'ensemble de l'uranium. L'élément le plus commun était l'uranium-238, mais il ne se divisait pas. Mais Seaborg a réalisé qu'il était peut-être possible de transformer cet uranium inactif en un nouvel élément qui était lui capable de se diviser. On savait depuis très tôt que l'élément 94 pouvait être le gros lot. Si on transformait l'uranium-238 en une matière fissile, on pouvait augmenter au centuple la quantité de matière exploitable pour une bombe. Avec cet objectif en tête, Seaborg reprit en main les expérimentations de Macmillan. Il savait des travaux de Macmillan que de l'uranium bombardé avec des neutrons pouvait parfois se transformer en neptunium. Et le neptunium lui-même était radioactif, changeant de forme spontanément. Pouvait-il être que ce soit en l'élément 94 qu'il se transforme? Pour en avoir le cœur net, Seaborg et l'étudiant Arthur Wall ont utilisé le cyclotron de Berkeley pour créer un échantillon de neptunium, à la manière de Macmillan. Il pourrait ensuite surveiller l'échantillon, cherchant à voir si les neutrons se transformaient en protons, créant ainsi l'élément 94. Effectivement, un détecteur de radiation leur montra que c'était exactement ce qu'il se passait. Mais pour être sûr qu'ils avaient bien là un nouvel élément, ils allaient avoir besoin d'en créer suffisamment pour en tester la composition. Pour cela, il leur fallait attendre que le neptunium se désintègre, atome par atome, en ce qu'ils espéraient être l'élément 94. Au bout d'un mois, Seaborg et Wall avaient suffisamment de matière à tester. Avec l'erreur de Fermi en tête, ils ont pris soin de vérifier méticuleusement que le produit de leurs expérimentations n'était pas un élément qui avait déjà été découvert. Il leur a fallu des semaines pour le distinguer de chacun des éléments déjà connus. Mais ils ont finalement réussi. La dernière possibilité fut finalement balayée tard dans une nuit de février 1941. Il n'y avait plus aucun doute. Ils avaient découvert l'élément 94, le plutonium. Nous avions envie de crier notre victoire sur tous les toits. En temps normal, nous nous serions empressés de publier notre revendication de découverte d'un nouvel élément. Mais ils ont réalisé que c'était un élément fissile. C'était d'utilité militaire majeure et il y avait une guerre en cours. Et donc, ils devaient garder cette découverte secrète. Peut-être, pour la première fois dans l'histoire de cette course à la découverte et création de nouveaux éléments, Seaborg devait se garder de dire à quiconque cette nouvelle fraîche et enthousiasmante. Ce qui avait changé, c'était la situation du monde. À ce moment, les avions allemands étaient régulièrement en train de bombarder les villes du Royaume-Uni. Le Japon venait de se joindre à la guerre et il y avait des rapports attestant qu'Hitler exigeait la création rapide de la bombe atomique. En réponse à la demande d'Einstein, le président Roosevelt avait donc autorisé un programme de recherche modeste. Il cherchait à voir s'il était possible de créer une arme qui serait alimentée par la fission de l'uranium-235. Et Seaborg a ainsi réalisé qu'il avait un type de matière, créé ici même dans son laboratoire, qui pourrait être encore plus efficace comme combustible pour ce type d'arme. Mais était-ce bien le cas? Avoir découvert le plutonium n'était que le début. Seaborg avait besoin d'en créer beaucoup plus pour savoir si ce nouvel élément était susceptible de fissionner. Emilio Segre venait de rejoindre Seaborg pour répondre à cette question critique. Ce physicien juif venait de fuir l'Italie devant la montée de l'antisémitisme. Ils ont donc mis un échantillon d'uranium de plus d'1 kilogramme à côté du cyclotron et l'ont bombardé de neutrons. Au début de leur recherche, lors de la découverte du plutonium, ils travaillaient avec de très faibles quantités. Il n'y avait alors pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis de la radioactivité. Mais pour en tester la nature fissile, ils allaient avoir besoin d'en manipuler de plus grandes quantités. Et donc, ils allaient devoir faire attention à leur exposition aux radiations. Ils n'étaient pas vraiment équipés pour ce type de travail, donc ils ont dû improviser. Ils allaient ainsi porter des lunettes de sécurité, des gants doublés de plomb et même des seaux sur des perches. En reparlant quelques années plus tard, mon père réalisa à quel point cela était primitif. Mais ils s'en sont sortis. Seaborg et Segre ont donc séparé l'élément 94 du reste des produits de la réaction. L'ont centrifugé pour purifier l'échantillon encore plus.
Et on recommençait ceci à plusieurs reprises. On arrêtait de travailler à 10 heures du soir, mais dès le réveil le lendemain matin, nous étions de retour pour recommencer ce même processus. 6 cycles sur 3 jours. C'était un travail pénible, mais les heures passaient vite, car nous savions que nous étions sur le point de faire une grande découverte. Le travail fut finalement achevé en mars 1941. Le résultat de toutes ces séparations était une très faible quantité de plutonium qu'ils ont placé sur une lamelle, puis recouvert de colle pour bien l'isoler. Ils l'ont étiqueté échantillon A. Puis c'était le moment de vérité. Ce nouvel élément était-il fissile? Était-ce une potentielle source de pouvoir immense? Nous avons mis l'échantillon A dans la ligne de mire des neutrons provenant du cyclotron. Et nous avons eu notre réponse presque instantanément. Le compteur a indiqué les effets sans équivoque de la fission. Ils ont de suite su quelles implications cela avait. Il y avait une grande partie de l'uranium qui ne pouvait pas être exploité dans une bombe. Ce que le plutonium permettait, c'était de transformer tout cet uranium-238 en matière fissile. Seaborg avait trouvé comment prendre tout cet uranium-238 et le transformer en un nouvel élément, le plutonium, qui lui pouvait fissionner facilement. Et cela signifiait qu'il y avait beaucoup plus de matière à exploiter pour des bombes ou pour utiliser comme énergie nucléaire. La découverte de Seaborg est vite parvenue aux oreilles des directeurs du programme américain naissant. Le programme, destiné à créer une bombe atomique, comprenait le physicien Arthur Compton et le président d'Harvard, James Bryant Conant. Les deux ont tenu à discuter de la découverte de Seaborg fin 1941. Ce repas où ils ont discuté de la possibilité de créer une bombe a eu lieu le 6 décembre 1941. Le jour suivant, mon père était chez lui, au club de faculté, et écoutait un match de foot à la radio, quand le présentateur a coupé le programme habituel. Nous interrompons ce programme pour vous annoncer des nouvelles qui viennent de nous parvenir. Le président Roosevelt vient d'annoncer que les Japonais ont lancé une attaque aérienne sur Pearl Harbor, à Hawaï. Notre équipe travaillait déjà d'arrache-pied pour anticiper une possible guerre. En un seul instant, ce jour maudit rendit les travaux sur quoi que ce soit d'autre tout à fait non pertinents. Le peuple américain, avec sa puissance vertueuse, vaincra de manière absolue. Avec les États-Unis désormais en guerre, la création d'une bombe atomique est devenue impérative et urgente. Les directeurs du programme ont demandé à Seaborg de venir à l'université de Chicago pour travailler sur le projet Manhattan pour les 4 années à venir. Marié depuis peu et à seulement 30 ans, il a été mis en charge d'une équipe dont la mission était de séparer le plutonium des autres produits de fission. La responsabilité de créer le plutonium a été donnée à Enrico Fermi, qui avait fui l'Italie fasciste après avoir remporté le prix Nobel. Sur un terrain de squash abandonné, sous les gradins du stade de l'université, l'équipe de Fermi a construit un réacteur nucléaire à partir de bois, de graphite et d'uranium. Lors d'une expérience cruciale en décembre 1942, la Chicago Pipeline est devenue incontrôlable, envoyant de l'énergie et des neutrons à un rythme toujours croissant. Le tout premier réacteur nucléaire était en train de créer une réaction nucléaire en chaîne. Certains noyaux se séparaient en deux, ce qui relâchait aussi bien des neutrons que de l'énergie. Ces neutrons entrent ensuite en collision avec d'autres atomes et c'est ainsi qu'on obtient une cascade qu'on appelle une réaction en chaîne. La réaction en chaîne de Fermi démontrait non seulement que l'existence d'une bombe atomique était possible, mais donnait également un moyen plus efficace de transformer de l'uranium-238 en plutonium. À partir de l'expérience de Fermi, 2 stratégies distinctes ont émergé pour la création d'une bombe atomique. L'une se concentrait sur la faible quantité d'uranium fissile, l'autre sur la création de plutonium. Notre défi était de trouver un moyen de séparer de très faibles quantités de plutonium de tonnes de produits de fission, alors que l'ensemble était tellement radioactif que personne ne pouvait s'en approcher. Devant l'ampleur du défi, Seaborg a recruté plus d'une centaine de chimistes pour venir l'assister. Je leur ai dit que peu importe ce qu'ils pourraient faire du reste de leur vie, rien ne serait aussi important que leur travail sur ce projet. Ça allait changer le monde. En 1943, alors que le financement de l'équipe de Seaborg avait grandement augmenté,
le gouvernement américain a commencé à construire une énorme centrale de séparation à Hanford, dans l'État de Washington. À cet endroit, dans des bâtiments aussi longs que 3 terrains de football, le plutonium serait produit par contrôle à distance. Quand mon père s'est rendu là-bas, il a été ébahi. Il n'arrivait pas à réaliser que sa propre découverte de cet élément avait engendré la construction de ces immenses centrales. Hanford a fourni les kilos de plutonium qui étaient nécessaires pour une bombe. Le 16 juillet 1945, sur un site désert à proximité d'Alamogordo au Nouveau-Mexique, des scientifiques de Los Alamos, qui se trouvaient non loin, ont conduit le premier test d'une bombe atomique avec une arme faite à base de plutonium. Un éclat d'une lumière aveuglante et un bruit assourdissant ont ainsi donné le départ de l'ère du nucléaire. Seulement 3 semaines plus tard, un bombardier américain a lâché une bombe d'uranium sur la ville d'Hiroshima, tuant 100 000 Japonais. 3 jours plus tard, une bombe de plutonium a détruit la ville de Nagasaki, signifiant enfin la fin de la guerre. C'est seulement après cet événement que Cyborg a enfin pu révéler la découverte qui avait rendu cette bombe possible. Pour leur découverte des 2 premiers éléments plus lourds que l'uranium, Ed McMillan et Glenn Seaborg ont été récompensés du prix Nobel de chimie. Mais Seaborg ne voulait pas se reposer sur ses lauriers. Seaborg avait l'ambition de créer bien d'autres nouveaux éléments, d'aller encore plus loin que l'élément 94, plus loin que le plutonium. Alors même que la guerre prenait encore place, son équipe de Chicago et lui avaient déjà repris leur chasse pour de nouveaux éléments. Vers fin 1945, mon père a été invité sur une émission de radio appelée Quiz Kids. Et l'un des enfants lui a demandé s'il avait trouvé de nouveaux éléments dernièrement. Eh bien, le fait est que oui, Dick. J'ai récemment découvert 2 nouveaux éléments, les éléments au numéro atomique 95 et 96. Et c'est ainsi que le monde fut informé de la découverte de l'américium et du curium. De retour à Berkeley, une fois la guerre terminée, Seaborg et son équipe ont repris leur quête et ont continué à bombarder de lourds éléments avec de plus petits, dans l'espoir qu'ils fusionnent pour créer un nouveau type de matière. Ils ont ainsi créé 5 nouveaux éléments en 10 ans, parmi eux le berkéllium et le californium, et ce faisant, ont réarrangé le tableau périodique. Depuis que Seaborg et McMillan ont cherché à voir plus loin que l'uranium, plus de 25 nouveaux éléments sont entrés dans le tableau périodique. Parmi eux, des éléments nommés en hommage à Lorentz, Mendeleïev, Fermi, Einstein, Curie, Rutherford et même Seaborg. À travers le monde, encore aujourd'hui, la chasse pour de nouveaux éléments continue. Des techniques comme celles développées par Seaborg continuent d'être exploitées. Actuellement, il existe 118 éléments connus, chacun avec une personnalité bien distincte. Et pourtant, tous ces éléments et tous ceux qu'il reste éventuellement à trouver sont tout simplement constitués d'une combinaison de quelques petites choses. Pas d'air, d'eau, de terre et de feu, comme les Grecs anciens le croyaient, mais de protons, de neutrons et d'électrons. Aussi incroyable cela soit-il, toute la matière, planètes et étoiles, plantes et animaux, vous et moi, tout est fait à partir de ces 3 constituants de base, protons, neutrons et électrons, avec des proportions différentes. Nous savons tout cela désormais grâce à ces nombreuses personnes qui ont cherché à répondre à la question simple « De quoi le monde est-il fait ?» Nous sommes encerclés par la matière. C'est tout ce qu'on voit ou avec quoi on interagit. Et pourtant, lorsque cette quête a commencé, personne ne comprenait de quoi c'était fait. Personne ne comprenait rien à son sujet. Un simple pas vers la compréhension du monde naturel peut parfois prendre plusieurs générations. Il n'y a pas de guide d'instruction pour nous dire comment faire. Nous devons tout résoudre nous-mêmes. La nature est exceptionnelle, mystérieuse et surtout cachée. Mais en utilisant les ressources scientifiques, on peut lui faire révéler ses secrets.
Il a fallu des siècles pour identifier ces éléments, avec chaque génération de scientifiques s'appuyant sur les travaux de ceux qui étaient là avant eux. Mais c'est juste le premier pas. Il reste une myriade de questions sans réponse. Comment ces constituants de base s'agencent-ils ensemble pour créer la variété infinie de substances qu'on peut trouver dans la nature? Comment les combiner de manière à créer de nouvelles matières fantastiques jamais imaginées par la nature? Pour répondre à ces questions, il va falloir les efforts combinés de nombreux autres détectives scientifiques semblables à ceux que nous venons de rencontrer. Nous avons beau avoir appris énormément dans cette quête pour de nouveaux éléments, nous avons seulement commencé à percer le mystère de la matière. La plupart de l'argent récolté pour le mystère de la matière, la recherche des éléments, a été fourni par la Fondation nationale pour la science, où les découvertes ont commencé. L'argent supplémentaire récolté provient dédié à renforcer le futur de l'Amérique au moyen de l'éducation et de ce qui suit. Pour apprendre davantage sur la recherche des éléments et regarder des vidéos bonus sur les caractéristiques des scientifiques rencontrés, visitez la page web qui s'inscrit sur l'écran. Le mystère de la matière, la recherche des éléments est disponible en DVD. Rendez-vous sur le site internet shoppbs.org ou appelez au 800 Play PBS. L'équipe qui a découvert l'élément 106 était en train de chercher comment le nommer. Ils ont épluché une longue liste de noms jusqu'au jour où Al Liorzo est entré dans le bureau de mon père et lui a demandé « Que penses-tu du nom cyborgium ?» Et mon père s'est retrouvé stupéfait. Il était aux anges. Il lui a répondu que ce serait le plus grand honneur qui lui ait jamais été fait, parce que ce serait quelque chose qui resterait pour toujours. Aussi longtemps qu'il y aura des tableaux périodiques, il y aura du cyborgium.